Mon invitée du jour est une femme hyper inspirante qui vous aidera à vous occuper de vos affaires. Je mets juste les bons boutons, les bons leviers aux bons endroits en disant aux gens, je suis là, donnez-moi votre stress parce que je sais le gérer, je sais... Et cette question d'anxiété financière, on va la transformer en quelque chose de plus impactant pour vous-même parce que vous regardez le manque, mais ce qu'il faut voir, c'est vers quelle direction vous voulez aller pour vous-même. Elle s'appelle Audrey Irep et elle est passée d'un quotidien dangereux avec un découvert chronique sur son compte bancaire à plus de 4 chiffres. J'avais un salaire correct. Je ne dis pas que j'avais un super salaire, il était correct. Parce que ça aussi a évolué et on va en parler, ça va être la suite. Mais sans stress, hein. 1000... Ouais, sans stress. 1000, 2000. Sans stress. Tant que ça passe, tant que la carte passe, on s'en fiche. Pour ensuite devenir une boss des finances personnelles et de l'immobilier. Disons qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je gère entre 14 et 16 locataires par mois. Aujourd'hui, elle aide ses clients à mettre leur argent et leur temps au service de leurs aspirations profondes et à transformer leurs grands projets de vie en réalité. J'aide les personnes, mes clients, à consolider, déjà à identifier et construire leur stratégie pour donner vie à leur projet. Préparez-vous pour un épisode génial qui vous donnera des clés supplémentaires pour passer de solopreneur épuisé et peut-être paumé à CEO véritablement aligné. De Solo à CEO, c'est le podcast qui t'aide à bâtir une entreprise solide et rentable sans t'épuiser. Je te vois déjà venir. Tu te dis peut-être que je te vends du rêve, mais crois-moi, l'entrepreneuriat n'était pas du tout une évidence pour moi. Personne dans ma famille n'était entrepreneur. Je me suis lancée avec 0 € en poche, plus de 40 000 € de dettes étudiantes à rembourser et aucune idée de la façon dont on construit une activité pérenne. Vraiment, c'était très mal parti. Mais tu sais quoi? La seule chose qui comptait pour moi, c'était d'impacter le monde sans avoir à sacrifier ma liberté. Alors je me suis mise au boulot et j'ai essayé. 8 ans plus tard, dont une bonne partie a galéré, j'ai bâti plusieurs entreprises prospères. Je vis aujourd'hui ma vie idéale entre le Sénégal, mon pays d'adoption, et la Martinique, mon île natale. Et surtout, j'ai le privilège d'accompagner chaque jour des chefs d'entreprise comme toi à structurer leur activité, générer plus de cash et scaler sans s'épuiser. Si tu veux une entreprise performante qui grandit avec toi et pas contre toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je te partage les stratégies éprouvées de ma méthode secrète, la méthode MMTT, celles que j'applique dans mes propres entreprises et celles de mes clients, ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont su passer au niveau supérieur. Installe-toi confortablement and let's work, my dear! Bonjour Flo, bonjour tout le monde. Je suis tellement heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que là, je me suis donné un défi. Je veux absolument que le monde connaisse les femmes brillantes avec qui j'ai l'honneur de collaborer. Et donc tout de suite, quand on a discuté avec l'équipe, j'ai dit « Audrey, il faut qu'elle puisse venir et raconter son histoire !» Parce qu'elle n'a pas encore assez raconté son histoire qui est hyper inspirante. Donc voilà, tu es ici avec nous, tu es comme à la maison, tranquille, on va prendre le temps. Et j'espère justement que nos auditeurs seront hyper inspirés par ton histoire, ton parcours de femme, ton parcours d'investisseuse, ton parcours d'entrepreneur. Voilà, ça va être fun. Comment tu te sens? Oui, ça va. J'ai hâte, qu'on discute, qu'on échange. Et puis, merci de me donner l'opportunité de partager mon histoire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais que du coup, j'ai des challenges qui font que ça me fait aussi plaisir de parler un peu de moi. Voilà, c'est plutôt rare. Moi, je sais déjà que je serai inspirée par cette interview parce que à chaque fois que tu me donnes des petits aperçus en fait de ton parcours, je suis en mode tu as fait quoi? Et parce qu'en fait, t'es quelqu'un de tellement discret,
que voilà, on peut pas deviner en fait toutes les choses que tu as vécues ou ton parcours de vie et tout ce que tu fais aussi. Tu parles sur les réseaux sociaux, mais tu racontes pas tout. Donc c'est hyper intéressant. Donc je pense qu'on va se régaler aujourd'hui. J'espère aussi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi et de ce que tu fais aujourd'hui, présente-toi, raconte-nous qui est Audrey Hirep. Audrey Hirep est une jeune femme trentenaire qui vit et exerce en Martinique, son île, et du coup qui aujourd'hui se positionne en tant que stratège financière. C'est-à-dire que j'aide les personnes, mes clients, à consolider, déjà à identifier et construire leur stratégie pour donner vie à leur projet. Je mets en place et je mobilise un plan parfait, idéal pour les projets, donner vie aux projets de mes clients, quels qu'ils soient. Et en fait, je suis pas là pour juger et la pertinence du projet et la viabilité, la faisabilité ou même la seule chose que je peux juger, c'est la légalité. Mais en dehors de ça, ça m'est complètement égal. Qui m'importe plus, c'est vraiment de bien comprendre ce que veut mon client, quels sont les objectifs qu'il veut atteindre, qu'est-ce qu'il veut pour sa vie. Et moi, mon travail, ça va être de mobiliser les ressources, que ce soit organisation, les finances, la structure financière, etc. pour comment on finance ces objectifs-là, comment on finance ces projets de vie. Et ça passe par plusieurs leviers, ça passe par des leviers de gestion de temps, de gestion d'argent, d'investissement, voilà. Et je suis là pour accompagner mes clients en ce sens. Et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et qui m'éclate à proprement parler parce que je suis devenue la personne que j'aurais rêvé avoir il y a 10 ans quand j'ai commencé mon parcours. Et voilà, en fait, globalement, c'est ce que je fais. Je suis la facilitatrice où je rends les concepts complexes extrêmement accessibles et surtout, ben, j'arrive à donner vie aux ambitions des gens, en fait, quelles que soient leurs ambitions. Waouh, c'est vraiment génial et on va décortiquer un petit peu tout ça et vraiment rentrer dans le jus vraiment de ton activité. Mais je sais que tu conseilles beaucoup des clients qui ont des projets, par exemple, de vie personnelle en matière de liberté financière, hein, le mot à la mode, Ouais. en matière d'investissement immobilier, projets, études pour les enfants, plein de différents projets par lesquels on peut passer en évoluant dans nos vies d'individus ou de famille. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit ça, c'est quelque chose dont tu aurais rêvé il y a 10 ans quand tu as commencé ton parcours. Donc moi, j'aurais aimé, avant qu'on aille dans le présent, hein, que tu nous emmènes un peu dans ces 10 années. Et peut-être même on peut Oui. commencer avant, si tu veux parler de l'enfance, de comment tu as grandi. Mais j'aurais aimé que tu nous expliques comment on devient stratège qui conseille les personnes pour pouvoir donner vie à leur projet, utiliser les leviers de la finance, de l'immobilier, de l'organisation. Comment tu deviens forte en finance, en immobilier, en organisation, tous ces piliers en fait sur lesquels tu travailles aujourd'hui. Alors, du coup, on prend la machine à remonter le temps et on remonte à un peu plus de 10 ans. J'ai un parcours, on va dire, académique d'ingénieur industriel. Donc, du coup, que j'ai complété avec un MBA, donc un master en administration des affaires. Donc, tout ça, déjà, m'a donné un bagage qui n'est pas négligeable que j'ai mis à profit d'entreprises, que ce soit sur l'Hexagone ou en Martinique, où j'ai principalement exercé. Et du coup, déjà là, en soi, j'avais cette approche déjà de gestion, mais néanmoins, gérer pour les autres et gérer pour soi, ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même définition, ce n'est pas le même, voilà, c'est pas la même structure, c'est totalement différent. Et c'est vrai que quand on met ses compétences, parce que là il s'agit de compétences, quand on met ses compétences au service ben, des rêves de quelqu'un d'autre, du coup d'une entreprise, etc., c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus simple. Le risque, il est beaucoup plus mesuré parce qu'il s'agit de compétences et les risques,
c'est pas toi qui les prends, c'est ça va être le dirigeant, ça va être voilà, le dirigeant de la boîte, etc. Et du coup, ce parcours m'a amené justement dans différentes fonctions. J'ai commencé quasiment en tant que stagiaire, donc j'ai pu rentrer en Martinique pour travailler. J'ai eu la chance de ne pas connaître forcément de période de chômage. On est venu me chercher dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler parce que je suis douée. Voilà. Et du coup, j'ai travaillé sur des piliers comme la maintenance, méthode d'industrialisation, un peu de qualité, sécurité, un peu de l'ordonnancement, des achats, etc., qui m'ont vraiment permis d'avoir une vision de l'entreprise à 360 degrés. Et je travaillais au sein des entreprises, de ces entreprises-là, de tous les flux, on va dire, entrants et sortants, de la production de l'approvisionnement à la production, à la planification, etc. Donc, c'était des entreprises, et ce sont des entreprises qui sont des fleurons de l'industrie agroalimentaire en Martinique. Et du coup, ça m'a appris l'exigence, la rigueur, vraiment ce côté il faut être carré dans ses affaires, il faut être carré dans ce qu'on fait. Je ne dis pas que ça a été simple et encore moins facile, au contraire, parce que s'intégrer dans un environnement local pour une femme diplômée, très diplômée, jeune, parce que j'étais aussi, j'avais pas 30 ans en fait, hein. Donc j'étais très jeune. Et du coup, dans cet univers-là, il a fallu faire preuve d'adversité, il a fallu faire preuve aussi de résilience, de patience, de courage pour pouvoir continuer et poursuivre ce parcours professionnel. Donc j'ai commencé quasiment en tant que stagiaire, quasiment, hein, c'était pas mon statut. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait mes preuves, je me suis battue également, au sens figuré, hein, pas au sens propre. Je me suis battue et puis au final, enfin, j'ai progressé au fur et à mesure jusqu'à devenir à terme, enfin, responsable des opérations, on va dire, des flux. Donc, je m'occupais de tous les flux. Donc, c'est une entreprise où on avait 50 salariés à peu près, une équipe de production, une équipe technique, une équipe de maintenance, et je chapeautais un petit peu toutes ces personnes. Donc, une jeune femme qui travaille avec des hommes quasiment, voilà, on n'était pas encore dans la parité. Et dans ces milieux-là aussi, c'est pas forcément évident. Et puis, nous sommes en 2017 et nous sommes en 2016, pardon. En 2016, il m'arrive quelque chose qui, je pense, arrive à pas mal de personnes. Je traverse une période personnelle très, très difficile et je fais face, pardon, à un gros poids international. Vraiment. Le gros poil international. Alors, pour notre audience qui n'est pas créolophone, le gros poil, c'est le chagrin d'amour. Le chagrin d'amour. Le limbé, le chagrin d'amour, enfin bref, une séparation particulièrement douloureuse. Séparation qui, je ne vais pas m'étaler dessus, ça a surtout été un moment d'introspection et de savoir ce que je voulais et ce que je voulais pour ma vie et ce que je voulais pour tout en fait, pour moi, etc. et qui j'étais. À l'époque, j'avais déjà commencé mon parcours d'acheteur où à 24 ans, j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale. Wow. Et du coup, ouais, 24 ans, ouais. 24 ans, ouais. On est concentré plus. Clairement. On va revenir sur le sujet quand même. Voilà, parce que j'ai aussi, dans mon parcours de vie et dans mon environnement de vie, il y a des gens qui comptent, qui ont compté et qui comptent toujours, notamment mes grands-parents, notamment ma grand-mère qui est une figure pour moi dans ma vie personnelle et qui m'a, dès que j'ai appris à marcher, qui m'a amené chez les notaires, qui m'a amené à la banque et qui m'a permis de voir ce que c'était qu'investir et qui m'a toujours dit j'avais quand même même s'il n'y avait pas l'éducation financière que j'aurais voulu avoir, mais il y avait quand même cette approche de tu peux et je vais t'élever pour que tu puisses aussi faire ce que tu as à faire toi. Donc du coup,
travaille à l'école, fais ce qu'il y a à faire, et ensuite tu verras. Et quand je suis rentrée en Martinique, c'était mon objectif d'être chez moi et d'avoir mon chez moi, ce que j'ai fait. Parce que ça correspondait aussi à mes ambitions et à mon schéma de vie. Ça ne veut pas dire que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. C'est justement ce que je dis à mes clients souvent. On s'en fiche en fait qu'est-ce que le qu'en dira-t-on et ce qu'il est populairement admis de dire. Oui, mais il faut pas acheter sa résidence principale avant d'investir. C'est un exemple. Ça faisait partie de ce que je voulais, donc je l'ai fait. Je l'ai fait d'une certaine manière, mais je l'ai fait. Et du coup, par la suite, je vis cette situation enfin, ce chagrin d'amour, mais en tout cas, c'est une forme de cataclysme personnel parce que du coup, il y a tout à repenser, il y a des choses à réfléchir, etc. Et là, dans mon schéma de vie et de reconstruction, il y a la partie développement personnel, qui je suis, qui j'ai envie d'être, ce que je veux faire pour moi-même, etc. Et puis, il y a cette partie, mais en fait, pour être cette personne-là, pour accomplir un certain nombre de choses, ben ma fille, tu as besoin d'argent. Parce qu'on dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Certes, mais l'argent doit être un outil. Et à cette époque-là, j'avais pas ce mindset-là. Il a fallu opérer cette transformation de ok, quelle place tu donnes à tes finances. Et à l'époque, du coup, ben, j'avais un salaire correct. Je dis pas que j'avais un super salaire, il était correct. Parce que ça aussi a évolué et on va en parler, ça va être la suite. J'avais un salaire correct, mais ben, tous les mois, j'étais à découvert en fait. Tous les mois, j'étais à découvert parce que ben, pour moi, c'était un moyen voilà, soit de combler un vide, je sais pas, mais en tout cas, il fallait que je vive, quoi. Oui, mais sans stress, hein. 1000, ouais, sans stress. 1000, 2000, sans stress. Tant que ça passe, tant que la carte passe, on s'en fiche, quoi. Attends, moi j'ai quand même une question parce que on parle, c'est vraiment intéressant parce qu'on parle d'une rupture amoureuse, mais ce qui suit derrière, c'est un focus sur tes finances. Aide-moi à comprendre le lien entre les deux. Alors, en fait, c'est pas forcément un focus sur mes finances, ça a surtout été un focus sur moi et sur ma vie, sur la vie que je voulais avoir. C'est-à-dire que le point zéro, ça a été vraiment OK Audrey, qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Et dans le qu'est-ce que je veux pour moi-même, ben, j'ai fait des choses que je n'avais pas faites auparavant, voyager toute seule, parcourir le monde toute seule, je suis allée au Japon seule. Voilà, j'ai fait des choses incroyables pendant cette période pour aussi retrouver l'estime de moi, la confiance en moi, etc. Mais toutes ces choses-là, ça a un coût. Et c'est pas avec un découvert de 1000, 2000 euros tous les mois que je pourrais partir en voyage tous les 6 mois comme j'avais prévu de le faire et comme je voulais le faire et comme j'aspirais à le faire à l'époque. Et du coup, par la force des choses, en plus sous-jacente à la partie développement personnel, qu'est-ce que tu veux pour toi-même, quelle personne tu es en train de devenir, voilà, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer, qu'est-ce que tu as envie de changer, à quoi tu as envie de dire non et à quoi tu as envie de dire oui maintenant, ben, il y a une question aussi d'argent. Il faut un moyen et une ressource financière qui doit accompagner le reste. Et en fait, ça a commencé par ça. Et en commençant par ça, il a fallu que je change mes croyances par rapport à l'argent. Mon mindset financier a dû changer à ce moment-là parce que j'ai arrêté de penser que ben, l'argent, c'était quelque chose qui devait être effrayant. C'était quelque chose qui était effrayant et à un point effrayant que je ne m'en occupais pas. Parce que pour moi, c'était une ressource, voilà, c'était pas super de s'en occuper ou de s'en préoccuper. Donc voilà, on vivote, quoi, on fait truc, et puis voilà. Jusqu'au jour où... Mais c'est marrant quand même, avant que tu continues, parce que tu parles... moi, quand tu me dis découvert 1000, 2000, je me dis c'est quelqu'un qui... J'ai du mal à imaginer que tu avais peur ou tu avais une relation. Désolée. Attends, 2 secondes. Pas mode avion. Ne pas déranger, ne pas déranger. Toi aussi, on t'appelle?
J'ai j'ai du mal à imaginer, en fait, quelqu'un qui a 1000, 2000 euros de découvert, mais qui a peur de l'argent. Pour moi, j'aurais eu peur. Ma relation avec l'argent, c'est aussi une relation de peur que j'essaie de guérir, mais je suis en mode peur, je veux pas être dans de découvert, je veux pas avoir trop de mauvaises dettes, je ne veux pas avoir des retards de paiement sur les impôts, etc. Donc c'est une relation de peur en mode ah! Alors que toi, c'est en mode un peu plus. C'est peur qui va vers l'autruchisme. C'est-à-dire qu'on en a peur, donc du coup on s'en occupe pas. C'est comme, je sais pas, c'est comme, on est dans le déni en fait, clairement, c'est ça le mot. On est dans le déni où ben on n'a pas envie de s'occuper de ses affaires, on n'a pas envie de s'occuper on n'a pas envie de s'occuper de ça. Tant que la quarantaine passe, voilà, peu importe quoi, on achète. Par contre, j'avais un dressing mais magnifique, hein. J'avais un dressing mais merveilleux, tout ce que tu veux, magnifique et tout ça. Mais pour le coup, ouais, non, c'était pas. C'était dans le, comment dirais-je, remplir un vide de l'instant. C'était pas forcément dans ma construction et dans ce que je voulais. C'est dans ce sens-là que je dis que j'étais dans le déni, en fait, clairement. Et j'utilisais l'argent pour m'acheter des choses, pour combler des choses, voilà, j'utilisais ma carte, voilà, je vivais. Je vivotais même, j'étais très bien en fait, hein. Et avec un sentiment d'épanouissement, mais qui n'était qu'une illusion en fait. Parce que à un moment donné, comme je disais, je suis propriétaire à ce moment-là de mon, de ma résidence principale. Donc, qui dit propriétaire dit un prêt, un crédit à honorer, etc. Jusqu'au jour, du coup, où, je vais toujours me rappeler de ce jour-là. J'étais en route pour le travail, justement. Et ma conseillère, elle m'appelle à l'époque pour me dire, bon, Madame Irève, ce mois-ci, votre échéance de prêt, elle va pas passer. Et là, si elle ne passe pas, ça veut dire qu'on va rentrer dans des choses un peu plus litigieuses, il y aura des frais, etc. Donc, du coup, il faut que vous me rappeliez, il faut que vous veniez me voir parce que là, c'est urgent, etc. C'est important. Et c'est là que j'ai eu une forme de déclic en me disant, alors, que je puisse vivoter, que la carte passe, c'est super, mais là, on parle du toit que j'ai au-dessus de la tête, quoi. Donc, on arrête les conneries. À un moment donné, c'est pas une question. Et je me disais tout le temps, ouais, c'est parce que je suis pas payée assez, c'est pour ça que je suis dans cette situation-là, etc. Mais c'était tellement faux. Mais je l'ai compris après. C'était tellement. Je l'ai compris après. Mais du coup, oui, première étape, ça a été changer ma perception par rapport à l'argent. Arrêter d'être dans le déni, on met le nez dans ses affaires, on comprend ce qui se passe, etc. Et du coup, à l'époque, bon, j'ai résolu ma situation, j'ai résolu la problématique, il n'y a pas de souci. Et à l'époque, en fait, je me suis dit, ben là, plus jamais je me retrouve dans cette situation-là. Je travaille beaucoup trop, je ne peux pas faire en sorte que mon temps, finalement, soit valorisé pour des choses qui, c'est sûr, enfin, j'ai déjà un dressing, donc Audrey, après quoi tu cours? Est-ce qu'on peut voir les choses différemment maintenant? Et effectivement, ben, l'idée, ça a été de transformer ça. Donc, première des choses, changer mes croyances, mon mindset à l'argent. Deuxièmement, ben, mettre le nez dans mes affaires, mettre le nez dans mes affaires clairement, m'occuper de mes affaires, voir ce qui se passe sur mon compte, quels sont mes flux, qu'est-ce que voilà. Et puis je me suis rendu compte de plein de choses, que j'avais des assurances par exemple, des trucs que je n'avais plus, mais que je continuais de payer tellement je m'en occupais pas quoi en fait. Et au fur et à mesure des Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce que quand tu parlais de ta grand-mère, tu disais que t'as pas forcément eu l'éducation financière que tu aurais souhaité, mais tu as quand même eu quelques bases transmises par ta grand-mère notamment. Du coup, quand tu te retrouves dans cette situation-là et que tu veux du changement, sur quoi tu t'appuies justement pour effectuer ce changement-là? Quand, par exemple, il y a à l'époque justement le problème, c'est que j'avais beau chercher justement des ressources, etc. Il n'y en avait pas. À l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas encore les ressources que l'on a aujourd'hui, et personne ne parlait de ce sujet-là.
des finances personnelles. Enfin, personne n'en parlait. Et je me suis dit, bon ben ok, j'ai commencé à lire certains livres, j'ai commencé à voilà à chercher et à voir ce qui se faisait aux États-Unis. Et c'est là que j'ai commencé. Et c'est là où j'ai vraiment été inspirée. Mais en soi, si tu veux, la méthode et la façon de faire, je l'ai fait moi-même. Parce que à l'époque, ben, j'ai pas trouvé, il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait pas de ressources forcément sur le sujet. Il n'y avait pas de... voilà, j'ai pas trouvé ni de personnes qui parlent de ce sujet-là et des ressources encore moins. Mais j'ai quand même commencé à lire des livres, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ça a été le premier livre que j'ai lu. Ensuite, ça me suffisait plus. Il fallait que j'aille chercher, etc. C'est Et tout de super suite, intéressant. C'est super oui, intéressant que tu parles de ça parce que je trouve qu'une de mes frustrations en tant qu'individu, comme femme noire, mais qui évolue, j'ai vécu aux États-Unis, mais qui évolue dans un univers à la fois français, caribéen, martiniquais et en Afrique, tu peux trouver beaucoup de ressources venant des États-Unis, tu vois, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut dupliquer parfaitement à nos réalités. Et ça a été une de mes grosses frustrations quand j'ai commencé mon développement personnel et etc., développement business aux États-Unis, c'est que après j'étais obligée de trouver mes façons de faire. Eh ben, je vais fermer la porte à clé. Donc oui, c'était hyper frustrant de voir que on a beau me transmettre des super stratégies, mais on va pas pouvoir appliquer ça exactement pareil chez moi. Et je suppose que tu as ressenti la même chose de ton côté. c'est pareil déjà pour la partie finance, le système financier aux États-Unis et français voire européen, c'est pas du tout, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Même l'aspect entrepreneurial, investissement, on n'investit pas pareil aux États-Unis et au Canada que chez nous. On n'est pas du tout dans la même sphère, hein. Donc du coup, ça a été un bon élément de démarrage, d'impulsion. Mais après, il a fallu que je développe et que je l'applique à moi, à mon système, à ma méthode. Et ensuite, quand j'en ai voulu plus, ben là, il a fallu que je m'entoure de personnes qui justement étaient déjà dans cet environnement-là, qui avaient déjà fait le parcours que j'ai initié, qui étaient déjà loin, loin, loin devant moi. Voilà, donc c'est ça aussi le côté inspirant, c'est que seul, j'aurais peut-être pu le faire, mais pas comme je l'ai fait ces dernières années. Donc, en gros, ça a été aussi un marqueur de développement et un indicateur de développement. C'est d'être entouré, de faire appel d'intégrer des réseaux, d'intégrer des groupes, des associations, etc. C'est ça qui a fait aussi que j'ai pu faire ce que j'ai fait ensuite, que je racontais. Mais qui ont été tes mentors ou les réseaux qui ont vraiment impacté et qui t'ont permis de passer à cette échelle supérieure? Alors, vraiment sur la partie finance personnelle, l'un des premiers vraiment qui, qui j'ai pensé et à qui je pense et avec lequel qui a vraiment initié un truc chez moi, ça a été Cédric Anissette. Mhm. À l'époque, du coup, on est en 2017. 2017-2018 et c'est au tout début hein, de tout ça avec les concepts de rat race, etc. Et du coup, je participe à un séminaire. Et du coup, ça a changé totalement ma perception du monde, ma perception de mes capacités, de ce que je pouvais faire et des possibilités que la vie peut nous offrir. Parce qu'il y a des témoignages, il y a des gens qui disent voilà, c'est possible et qu'il y a autre chose que le salariat et que il y a d'autres leviers d'épanouissement. Enfin, voilà, je ne crache pas sur le salariat, absolument pas. Mais ça m'a permis de justement à l'époque de changer ma perception du travail. C'est-à-dire que le travail devenait aussi bien que l'argent un outil et non plus un objectif. Parce que jusque-là, j'étais hyper carriériste. C'est-à-dire je m'investis à fond, etc. Je m'investissais toujours à fond, mais le but c'était de gravir les échelons, etc. Quand je suis arrivée à mon poste de dirigeante d'entreprise, de directrice, etc., avec plusieurs personnes à manager, voilà, tu as les clés en fait de la boîte. À la limite, quand tu arrives là, tu te dis, bon
what else? Et qu'est-ce que tu fais avec tout ça, en fait? On change de perception. En tout cas, à ce moment-là, j'ai changé de perception et mon travail devenait une source d'épanouissement parce que ça faisait du sens. J'ai donné du sens à mon travail, à mon activité professionnelle à cette époque-là, en y mettant et en y corrélant ce que je voulais faire financer. Ok, ça a du sens. Donc, ça Tu ne vois? devient pas le quoi, ça devient un outil qui t'aide à arriver à ton point. Un moyen. Voilà, ça devient un moyen d'être rémunéré, comme ça tu as un salaire et ça permet de faire encore plus. Et de plus penser addition, mais penser multiplication. Et aussi, tu sors du quotidien où tu es vraiment dans l'instant présent à passer la carte bleue à projet futur, à se projeter, à anticiper, à regarder. Qu'est-ce qu'on fait? T'as retiré Voilà. la tête du sable, quoi. C'est ça. Alors, du coup, cette partie-là, finance, remettre de l'ordre, etc., ça m'a pris à peu près 6 mois. On va dire 1 an pour être large. Ça m'a pris 6 mois, 1 an. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à voir les choses autrement. Donc, j'ai intégré des masterminds, j'ai rencontré des gens qui font aussi partie de mon cercle aujourd'hui. J'ai rencontré des personnes formidables, des personnes hyper inspirantes qui ont fait des choses incroyables. En tout cas, à l'époque, qui faisaient déjà des choses incroyables, qui continuent à en faire, mais en tout cas, qui m'ont toujours inspiré jusqu'à aujourd'hui, qui m'inspirent toujours. Et j'ai la chance de pouvoir les compter parmi mon cercle proche, parmi mes amis, voilà, je trouve que c'est vraiment mon trésor là aujourd'hui, d'être entourée de personnes qui font mieux, qui n'ont pas peur là où moi je panique, ouais, non, voilà, c'est facile, c'est toute seule, j'aurais pu le faire effectivement. Ça aurait perdu de son charme. Peut-être que je me serais découragée dans le cheminement, mais vraiment ça a été génial. Et j'ai intégré des clubs d'investisseurs, le C2IA pour ne pas parler d'eux, mais pour les citer parce qu'ils font aussi partie de mon parcours. Le club des investisseurs immobiliers des Antilles. J'ai intégré des masterminds. Voilà, Donc, j'ai attends. côtoyé. Oui. On a sauté un chapitre là parce que à Oui. l'époque, tu étais juste en mode j'ai ma résidence principale, j'achète des jolis vêtements. Oui. Et je regarde pas mon compte bancaire, je fais mon découvert à club des investisseurs. À quel moment tu t'intéresses aux investissements en tant que tel, au-delà de la résidence principale? Alors du coup, on va rétro-pédaler un petit peu. On revient en 2017-2018. Je fais le séminaire de Cédric Anissette. Je perçois plein d'opportunités et plein de façons de voir, dont l'immobilier. Et du coup, à partir de là, je commence à m'intéresser au sujet. Mais l'immobilier investissement, pas l'immobilier, voilà, puisque j'avais déjà ma résidence principale. Et du coup, j'ai appris à parler immobilier et j'ai appris à parler investissement immobilier surtout et à voir ce qui était possible de faire, comment le faire, enfin voilà, c'était possible, c'était accessible parce que jusque-là, je pensais que c'était pas fait pour les personnes comme moi, quoi. C'est soit tu es déjà dedans, soit tu as les moyens, mais c'était pas fait pour. Et ça fait peur aussi. Mais quand on comprend le mécanisme, c'est beaucoup plus rassurant. Donc j'ai été formée, etc. Et au fur et à mesure, j'ai intégré des clubs, des réseaux, voilà à l'époque, mais j'avais encore rien fait. Donc j'ai intégré des clubs, des réseaux, etc. en ne faisant rien. En ne faisant rien, etc. Et à partir c'est en ne faisant rien, tu es juste en train de te préparer en vrai. Tu es en train de t'immerger dans le monde, exactement, de prendre des notes. C'est un peu pour moi, tu sais, le thème du podcast, c'est comment passer de solo à CEO. Toi, tu es passé de résidence principale comme seul investissement à maintenant je vais prendre casquette investisseur. Et tu es en train de préparer un peu ta métamorphose à ce moment-là. Exactement, je suis en pépinière, tu vois. C'est-à-dire que là, comme je suis entourée de personnes qui ont fait et qui sont hyper inspirantes, donc du coup, à un moment donné, c'est pas que t'as pas le choix, mais ça devient naturel. C'est instinctif et naturel. Et je commence mon parcours d'investissement en 2018, fin 2018-2019, et voilà. Et je commence là.
Et globalement, j'ai réalisé une opération immobilière par an depuis 2019. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas en immobilier, ça veut dire quoi? J'ai réalisé une opération immobilière par an depuis 2019. J'ai fait l'acquisition d'au moins un bien immobilier tous les ans depuis 2019. Bon, 19, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2024. 6 ans. Au moins, ah non, c'est plus. Disons qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je gère entre 14 et 16 locataires par mois. Attends, excuse-moi. Je suis en train d'intégrer l'information. Tu gères, donc je vais répéter. Tu gères, donc tu es passé de je ne suis pas investisseuse, j'achète Je mes suis à vêtements. découvert. Je suis à découvert de 1000, 2000 euros par mois. Ma conseillère m'appelle pour me dire, Madame, le prêt IMO ne va pas passer pour votre résidence principale, vous allez devenir SDF. Voilà. Donc, c'est quelques années plus tard, moins de 10 ans plus tard. 12 à 14 locataires qui te donnent de l'argent chaque mois. C'est quand même une sacrée transformation parce que là, c'est... En fait, t'as pas fait les choses à moitié ni en mode petit. Genre, t'as vraiment pris cette casquette d'investisseuse et tu y es allée à fond quand même. Oui, parce que quand on commence, l'investissement immobilier, c'est un peu... J'ai toujours aimé le Monopoly. Et du coup, c'est vrai que quand on commence l'investissement immobilier, la clé, c'est la première opération. Si la première opération, elle est bien pensée, bien réfléchie, qu'elle est rentable, etc., on a envie de recommencer. On a envie de recommencer, on a envie on a envie de faire des choses. On a envie de recommencer parce que on se prête au jeu. C'est vrai que dans mon cas, j'ai pas fait forcément énormément enfin si, voilà, c'est relatif, mais d'acquisition, mais j'ai surtout optimisé les modes de gestion, j'ai optimisé la façon d'investir pour qu'aujourd'hui, bah, je puisse avoir le choix. J'aime pas la notion de liberté financière parce que c'est associer les finances à la liberté. Enfin, j'ai du mal à associer ces deux notions-là parce que aussi ma notion de la liberté n'est pas associée forcément à l'argent. Ma notion de la liberté, c'est vraiment à titre personnel et associée au temps parce que ben j'ai toujours eu envie de me dire ben, si demain tu as envie de partir en vacances ou de profiter de ton carnaval à fond pendant 4 jours et prendre une semaine pour te reposer, c'est ok. Et en fait, c'est ça mon objectif. Et ça a été ça mon objectif à ce moment-là. Là, du coup, il a fallu que je fasse des arbitrages aussi. Il y a des choses à... Enfin, c'est tout un système, c'est tout un... Comment dirais-je? Un arbitrage pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, arbitrage, c'est de savoir par rapport aux chiffres, rentable, pas rentable, par rapport à la fiscalité, en fait, par rapport à plusieurs paramètres. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on optimise? Est-ce qu'on intègre? Est-ce qu'on société? Est-ce que voilà, il y a plein de. C'est ça qui est bien avec l'immobilier, en tout cas l'investissement immobilier, c'est que le champ des possibles est tellement large. Plusieurs, il y a pas une stratégie qui soit la bonne. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et c'est ça que j'ai appris aussi, c'est que de pas se limiter à ce que les gens disent, à ce qu'il faut faire, etc. Il faut toujours corréler tout ça par rapport à une forme c'est ce qu'on dit dans le business, adéquation homme-projet. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Voilà, il y a des choses que je ne fais pas encore parce que à l'époque, par exemple, la location saisonnière, que je ne faisais pas jusque-là et jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas parce que j'ai toujours voulu avoir cette notion de liberté et de pas être finalement occupée par gérer de la gestion, etc. Plus. Même s'il y a conciergerie ou des gens qui s'en occupent. J'avais pas envie de me lancer dans ça, mais n'empêche que ça m'a pas empêché de faire autre chose et de faire autrement. Donc voilà. Ok, alors attends.
Non, mais moi, j'ai tellement de questions là, je sais même pas par où commencer. C'est que je suis un petit peu macrée. Enfin, j'ai envie d'en savoir plus parce que je pense que tu es la première femme que je rencontre qui gère autant de biens. J'en ai déjà rencontré pas mal d'hommes, mais tu es la première femme. Tu peux nous parler chiffres un peu? Genre 14 loyers ou 14 locataires, ça Mhm. représente quoi comme argent qui rentre ou qui reste, comme tu veux? Alors, je vais pas parler de ce qui reste. Je vais pas parler de ce qui reste. Parce que du coup, il faut pas se leurrer aussi, hein. Il y a la partie, là, ça c'est la partie girly, glowy et super fun et fancy, mais derrière tout ça, c'est du travail. Et du coup, si je peux profiter pour faire passer le message en disant que l'immobilier, ce n'est pas passif du tout. Faut arrêter de dire que je veux des revenus passifs et en mode je suis assise là et je fais rien et l'argent rentre. Enfin, c'est pas du tout ça. Si j'ai des locataires qui me payent le loyer, c'est parce qu'ils ont aussi une offre de service qui est à la hauteur de leurs besoins, de leurs exigences. Voilà, il faut pouvoir y répondre. Il faut bien connaître sa cible. En fait, je gère tout ça comme on gère une entreprise, avec une approche de communication, de marketing, de soins du locataire, du client. Euh, Vraiment, j'ai une approche très humaine avec mes locataires. Et du coup, si je dois parler chiffres, je dirais simplement que, par exemple, l'année dernière, j'ai généré euh, un CA à plus de 6 chiffres. L'année dernière, du coup, sur mes investissements. God damn! On parle de chiffre d'affaires. Parce que si on parle du reste, ben oui, faut pas se leurrer. Je paye beaucoup d'impôts, les taxes foncières, il faut pas négliger ce point. Et puis, derrière, il y a le côté aussi, je suis endettée. Enfin, pas forcément moi à titre personnel, même si oui, je suis endettée aussi à titre personnel, mais il y a de l'endettement derrière. Donc ça aussi, faut pas avoir peur de ça. Mhm. Parce que l'endettement et l'encours de l'endettement aussi est plutôt pas mal. Ça fait partie du jeu, ça fait Mhm. partie du jeu et ça fait partie de la stratégie à avoir et à adopter. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Maintenant, c'est vrai que une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la suite? C'est quoi, en tout cas à ce moment-là, je travaille. En tout cas, voilà, je travaille, je suis salariée, je fais ma vie. Je suis plutôt discrète, comme tu dis. Euh, je suis plutôt discrète, très humble. Peut-être un peu trop de ce que m'en disent mes amis et mes proches. Peut-être un peu trop. Parce que pour moi, je dis pas que c'est normal, mais c'est ok en fait. Je fais mes petites affaires. Pour moi, ça des petites affaires. Pour moi, ça intéresse pas grand monde. Finalement, je me rends compte que non. Ah ben si, parce que quand tu réfléchis bien au moment où, même en grandissant, en étant petite, si tu avais ton modèle de ta grand-mère, mais au-delà de ça, est-ce que tu as eu des modèles de femmes qui te disaient, qui auraient pu te laisser imaginer, Audrey, un jour, tu vas faire rentrer plus de 6 chiffres chaque année avec des biens immobiliers que tu auras achetés toute seule. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que tu aurais pu imaginer ça en étant petite ou même il y a 10 ans, quoi? Je t'avoue que j'ai toujours été convaincue, viscéralement, que, euh, que je pouvais faire des choses importantes. Même si je n'avais pas de mentor ou de figure d'inspiration à proprement parler, j'ai toujours eu cette conviction viscérale que j'avais autre chose à apporter au monde que de me lever le matin, aller au travail et voilà. Même si mon travail, je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que j'ai eu et tout ce que ça m'a apporté parce que du coup, ça me bénéficie aujourd'hui encore en fait. Ce sont des compétences donc c'est acquis. Et puis du coup, ce côté rigueur. Et j'ai une amie qui me charrie, hein, c'est-à-dire qui dit mettez des ingénieurs dans vos vies parce que
faire des process et avoir cette rigueur-là, voilà, cette structure-là, c'est vraiment ma force aujourd'hui, c'est que je réfléchis toujours en mode structuration, gagner du temps, gagner de l'argent, mais en étant structuré, en étant organisé, en étant processé pour pouvoir faire appel à de la répétitivité et de la répétabilité aussi, c'est-à-dire répéter des choses et ne plus s'en préoccuper parce que c'est en automatique et on s'en occupe plus. Euh, voilà, donc à l'époque, oui, je travaille. Mon travail a du sens parce que du coup, ça me permet de faire des choses incroyables. Et puis arrive un moment, on va dire un tournant décisif de ma vie parce que du coup, j'ai pas eu un chagrin d'amour pendant autant de temps. J'ai refait ma vie et du coup, il y a mon petit bout de chou qui débarque dans ma vie, mon petit garçon. Et là aussi, C'est beau, avec mon fils, je tiens à dire qu'ils ont presque le même anniversaire. voilà, Donc on se à quelques comprend jours près. mutuellement en tant que maman À là. un jour près, voilà. Et ouais, et donc il y a mon petit bout de chou et que j'appelle mon petit hobbit qui débarque dans ma vie. Et il débarque dans ma vie de manière fracassante parce que il arrive beaucoup plus tôt que prévu. Moi, je suis au travail. Je m'arrête une semaine avant parce que voilà, ma grossesse est inquiétante. Finalement, il arrive et je fais ce qu'on appelle une éclampsie, mais une éclampsie sévère, où, Wow. voilà, avec coma, etc. J'ai perdu connaissance. Enfin bref, c'est des choses plutôt, plutôt vraiment là perso. Mais ce que je veux dire par là, c'est que son arrivée et la façon dont il est arrivé m'a encore plus fait réaliser que le temps que j'avais était mon actif le plus précieux, que j'aurais beau avoir tous les biens du monde, si jamais je suis pas là, ça aura servi à pas grand-chose. Vraiment, ça a été un moment de déclenchement et de réflexion sur quelle autre valeur tu veux apporter au monde. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Intrinsèquement, je savais qu'il y avait quelque chose, je savais pas quoi, mais ce petit bout de chou a fait en sorte que je me pose des questions en me disant, mais quelle vie je veux avoir pour moi et quelle vie je veux lui donner, quelle vie je veux avoir avec lui, quelle vie de famille aussi je veux avoir. Enfin bref, des réflexions vraiment profondes de période vraiment de transition en fait dans la vie d'une femme et dans la vie de tout court hein, des hommes et des femmes. Hein. Euh, mais là, c'était vraiment viscéral. On a ce moment où on se dit bon ben j'ai failli y passer. Est-ce que je le dis avec humour maintenant, mais je le dis toujours avec humour. Je me dis mais si jamais voilà j'étais pas là pour en parler, que voilà j'avais passé l'arme à gauche, j'arrive là-haut et puis je lui dis quoi au gars là-haut? Il me pose la question Audrey, j'ai vu des choses entre tes mains, qu'est-ce que tu en as fait? Ben, j'ai travaillé. Ben non, c'était pas suffisant pour moi en tout cas à cette époque-là. J'ai pas envie de lui dire que ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter au monde et qu'est-ce que j'ai envie de faire de toutes ces expériences de vie que j'ai pu acquérir, de ce que j'ai pu faire, etc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ben en fait, ça m'est pas arrivé comme un déclic. C'est que quand j'ai commencé, j'avais pas de personnes qui me ressemblaient en fait, littéralement. Même s'il y avait des personnes totalement inspirantes, mais il n'y avait pas de personnes qui me ressemblaient, qui étaient passées par ce par quoi je suis passée. Parce que souvent, quand on parle finance, c'est souvent, il y a un discours un peu culpabilisant derrière tout ça. Il y a un discours un peu injonctif. Oui, si vous êtes à découvert, c'est que vous dépensez trop, etc. Alors que dans ma façon de faire, je suis pas du tout dans ce champ lexical-là. Je suis pas du tout dans cette démarche-là. Parce que pour moi, quand on est à découvert, c'est qu'on n'a pas de direction. C'est qu'on n'a pas de sens. C'est qu'on n'a pas donné la direction ou la bonne direction à son argent, tout simplement. Euh, c'est simplement dit là, maintenant, mais ça l'est pas dans les faits. Parce que, ben, du coup, dans le contexte que l'on vit actuellement, la vie chère, voilà, et tout le contexte géopolitique, économique, financier que l'on connaît, c'est de plus en plus difficile, même avec les ressources que l'on a déjà, c'est de plus en plus difficile. Donc,
je ne m'impose pas et je ne peux pas, parce que je n'y crois pas déjà, dire aux gens, mais en fait, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous savez pas gérer et que vous dépensez trop. Ça va au-delà de ça. Je pense et je suis persuadée qu'il faut aller au-delà de ça et respecter les ambitions des gens, en fait. Et les gens que j'accompagne souvent sont ébahis et bluffés par cette approche parce qu'on n'est pas du tout dans une vision culpabilisante, on n'est pas du tout dans ok, qu'est-ce que si je suis dans cette situation-là, c'est que j'ai mal fait, c'est que j'ai pas fait, c'est que je en fait, littéralement, quand on vient me voir, ça m'est égal en fait. Le j'ai mal fait, j'ai pas fait, etc. Ça m'est égal parce que à l'époque, c'est pas un discours qui me parlait. Donc je me dis que je deviens la personne que j'aurais voulu avoir à mes côtés il y a 10 ans quand j'ai commencé. Et donc, ce qui amène aujourd'hui à l'époque, j'étais salariée. Et puis, j'ai décidé, pas d'un coup de baguette magique, j'ai fait des choses avant qui ont fait que, à un moment donné, j'ai eu ce choix-là et cette opportunité-là de me dire, bon, ok, Audrey, tu as réfléchi, financièrement, tu as sécurisé un certain nombre de choses, continue de sécuriser, mais du coup, donne-toi une certaine date, période, et tu te dis, lance-toi, fais quelque chose qui va au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Et du coup, ce déclic, je l'ai eu il y a 1 an et demi maintenant, bientôt 2 ans, où je me suis lancée à mon compte. Et du coup, en tant que stratège, formatrice, ça a beaucoup évolué hein, avec les années. Parce que j'avais commencé un petit peu avant pour tester un petit peu la machine, mais ça a beaucoup évolué. Mais aujourd'hui, je suis vraiment là où je voulais être. Voilà, je suis vraiment là où je voulais être. Je fais ce que j'aime faire et quand je vois ce que j'apporte à mes clients et mes clients et mes clientes, leur perception qu'ils ont après avoir travaillé avec moi, il y en a certaines qui m'appellent leur rayon de soleil. Oh Tu te rends non, compte? mais On parle grave, d'argent, on ça parle te d'argent. correspond. Mais tu vois, de rayon de soleil, etc. Alors qu'on n'est pas sur des sujets hyper agréables. C'est des sujets qui, en soi, quand les gens viennent me voir au début, ils sont hyper stressés, ils sont pas bien, voilà, je sais pas. Et puis il y a aussi la question de confiance. Est-ce que je peux lui faire confiance à elle, de quoi elle parle, qui elle est, etc. Alors c'est vrai que j'ai du mal à parler de mon histoire, mais euh, j'y arrive au fur et à mesure, et du coup ça rassure parce que j'ai un discours aussi qui rassure. J'ai un discours humain. Je respecte les ambitions et les envies de tout un chacun. Euh, voilà. Et je mets juste les bons boutons, les bons leviers aux bons endroits en disant aux gens, je suis là, donnez-moi votre stress parce que je sais le gérer, je sais. Et cette question d'anxiété financière, on va la transformer en quelque chose de plus impactant pour vous-même parce que vous regardez le manque, mais ce qu'il faut voir, c'est vers quelle direction vous voulez aller pour vous-même. Vos projets, vos ambitions, les choses que vous vous dites, oui, mais j'ai envie de faire ça, j'ai toujours eu envie de faire ça, mais j'ai jamais osé parce que, il y a le conjoint, il y a la famille, il y a les enfants, il y a un truc, ou bien parce que j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, mais au final, le temps passe et on a cette forme de frustration au fur et à mesure. On dit, mais en fait, là, j'ai un certain âge, j'ai tel âge, j'ai truc, je vais passer un cap, mais j'ai rien fait. Souvent, c'est ça qu'on me dit. Oui, mais j'ai toujours rien fait, ou je suis toujours dans cette situation-là. Je suis le souffle des alizés. Voilà. Tout ce qui est le brouillard, machin, on enlève tout ça. Soleil. Alors, je dis pas que tout va bien, et je dis pas que tout est simple, tout est easy, tout est facile. Non, c'est pas ça du tout. Mais on se focus sur des choses différentes. Voilà. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ce que j'entends en fait, c'est que les clients qui viennent vers toi, ce sont des personnes qui ont des projets, donc c'est un mot que tu utilises souvent, donc des projets d'avenir, donc ils regardent vers l'avenir, mais qui sont, c'est comme s'ils avaient des chaînes dans les pieds, euh, qui sont le passé et le présent, souvent liés aux finances. Donc les finances, c'est un gros volet que tu touches. Est-ce que j'ai bien Oui, traduit un peu la... c'est exactement ça.
c'est exactement ça et je les accompagne dans tout leur cheminement. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui, comme moi, vivent le découvert ou voilà, n'ont pas de structure financière et de gestion, etc. Je les aide justement à passer le cap pour entrevoir et percevoir autre chose. Et puis, il y a toutes ces personnes qui viennent me voir et me sollicitent pour, OK, je sais que j'ai envie de plus, mais je sais pas par quoi commencer. Je sais pas comment, je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi faire, etc. Et voilà, je dis, je te prends par la main, on y va. Mm. Donc, c'est pas forcément des personnes qui sont en difficulté financière, mais qui Mhm. sentent que, par exemple, elles ont l'argent qui est là et elles savent pas vraiment quoi en faire ou comment faire pour pouvoir aller vers plus. De manière éthique, si tu veux, les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui sont en difficulté financière, alors ce que je vais appeler difficulté financière, ce sont des personnes qui vont connaître des situations de surendettement, vraiment voilà, des situations difficiles. Je vais plus apporter des conseils à titre gratuit parce que ça devient un engagement sociétal plus que du business, de faire intégrer des gens, enfin, voilà, pour faire payer, etc. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Euh, c'est mon éthique, c'est ma limite, c'est mon éthique. C'est important pour moi que les gens ils ont une réponse à leurs attentes. Je suis pas là pour vous faire devenir riche. Je suis pas là pour vous faire gagner des millions. Je peux, hein, mais c'est pas ce que je vends. Ce que je vends, c'est que je mets à côté de vos ambitions les moyens qu'il faut pour les concrétiser. J'ai des clients qui sont des chefs d'entreprise qui ont besoin de structure. On ne parle pas de questions de finances, on ne parle pas forcément de questions d'argent, mais qui ont besoin de structure. Je ne sais pas, entre tel projet, tel truc, je ne sais pas par quoi commencer, je panique sur ça, je suis pas, voilà, bon, on va se poser et on met des chiffres sur des impressions, on va trouver quelle est l'organisation, comment ça se passe, quelles sont les priorités, comment on voit, etc. En fait, c'est vraiment débloquer certains leviers parce qu'il y a parfois des sources de blocage et c'est inévitable c'est humain aussi. On n'est pas doué pour tout et on n'est pas doué pour tout le temps. Et c'est ok en fait. Même moi, enfin moi je suis pas douée pour, je suis pas douée pour tout. Même dans mes domaines, voilà, il y a des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas tout, mais je sais où trouver l'information. C'est ça le truc. Et dans l'idée, c'est de rassurer aussi et de dire que c'est possible. Et si jamais l'ambition en elle-même n'est pas possible, n'est pas réalisable, articuler pour que ce soit possible, mais dans une façon ou dans une temporalité différente. J'aime beaucoup l'approche parce que c'est vraiment le côté ingénieur, c'est sûr qu'il ressort avec un peu l'organisation, la structuration, tout ça. Oui. Et puis le faire matcher les ambitions futures avec la situation présente et comment est-ce qu'on peut y arriver. En fait, tu les tiens par la main, comme tu dis, et puis tu les emmènes Oui. pas à pas vers leurs désirs. C'est Oui. vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Du coup, moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu, justement, tu as mentionné le fait qu'il y a presque 2 ans, tu as pris la décision de développer cette activité, en fait, à temps plein et de t'y consacrer, en plus de tes activités dans l'immobilier. Et il me semble que c'est au milieu de tout ça que tu m'as envoyé un message et tu m'as dit, Flo, il faut qu'on parle. Donc, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire appel à moi et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait ensemble? La transition entre diriger l'entreprise de quelqu'un d'autre et diriger sa propre boîte, ça, on m'avait pas préparé à ça, mais c'est vrai que ça a été une transition très challengeante. J'aime pas employer le mot difficile, challengeante. Et c'est vrai que quand on se retrouve face à ces responsabilités, parce que chacune des décisions que l'on prend, du coup, a un impact direct et sur soi et sur sa boîte. Et voilà, on n'est pas sur la même notion de risque. Et pourtant, j'investis et tout ça. Donc, voilà, c'est pas... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi challengeant et aussi déstabilisant. Et du coup, j'ai voulu faire seul au début. Et
Et c'est vraiment le côté, je m'y retrouvais pas parce que ça ne correspondait pas à ma façon de voir et mes habitudes, moi, de dirigeante pour l'entreprise d'autres personnes, d'autrui. Ça correspondait pas à ce que j'aimais faire, à ce que je faisais. Et j'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue sur la direction, sur le but, sur le sens, en fait. Je suis vraiment, je suis pas OK dans le chaos. Moi, je ne sais pas être OK dans le chaos. J'apprends. Il y a certaines choses que j'arrive à un peu, sur lesquelles j'arrive à lâcher prise, mais je n'arrive pas à être OK dans le chaos. Et à ce moment-là, c'était le chaos pour plein de choses. L'activité, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je veux promouvoir, qu'est-ce que les offres, euh, voilà, l'identité visuelle, ma promesse, comment je parle, enfin voilà, ma posture, exact, enfin, c'est vraiment le mot, ma posture. Ça a été délicat et surtout, j'étais dans mon business et non pas sur mon business. Donc du coup, je travaillais dans mon business et je travaillais dans mon business et je regarde mon activité par rapport au temps que je passe. Je me dis, il y a en termes le ratio contribution rétribution, ça va pas du tout, Audrey. Donc à un moment donné, fais appel à quelqu'un qui sait faire, en tout cas à ce niveau-là, et qui pourra t'aider sur plusieurs leviers. J'ai pas de, comment dirais, j'ai pas de complexe à dire que j'ai besoin d'aide, parce que il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre. Quand c'est beaucoup plus facile d'accompagner les autres. Mais parfois, sur les mêmes sujets et les mêmes thématiques, pour soi-même, on peut se retrouver totalement à l'ouest. Mais littéralement. Mais je peux te dire ça parce que moi, sur mes campagnes de marketing, j'arrive pas à les gérer pour moi-même. Pour mes clients, je déchire tout, mais pour moi-même, je suis nulle. C'est ça. Alors que tu vas venir me voir et me dire, bah Audrey, je suis perdue parce qu'il y a ci, il y a ça. Pour moi, ça va être tellement évident. Je dis, ben oui, mais on pourrait faire ça, on va utiliser ça, etc. Parce que je pense aussi que la notion de peur et de risque est différente. C'est l'entreprise de quelqu'un d'autre. Donc tes décisions n'auront pas le même impact, voire pas d'impact du tout. C'est pas toi qui prends le risque. Donc au final, ce stress-là et cette peur, elle n'y est plus. Donc clairement, ça te permet de prendre des décisions totalement objectives sur une situation. Alors que ben voilà, à ce moment-là, en tout cas, j'étais paumée. Enfin, je faisais une bonne année, enfin une année correcte, mais je sentais que c'était pas au niveau de l'investissement que j'y apportais en termes de temps, en termes d'énergie, etc. Et que je pouvais faire plus. Je pouvais faire plus. Et que je me retrouvais submergée, un peu seule et isolée, parce que voilà, j'ai fait aussi cette erreur-là de m'isoler. Alors j'ai la chance d'avoir des gardiennes tout autour de moi et des gardiens et des personnes hyper inspirantes. J'en profite pour saluer, pour les saluer toutes. Audrey, Ina, Diallo, euh, Mandy, Cherenke, vraiment des personnes formidables que j'ai rencontrées. Alors, et toutes celles que je n'ai pas nommées et citées, mais Samara Boucher, par exemple. Enfin, vraiment, il y a plein de personnes qui ont été là à un moment donné où j'en avais besoin. Samara, par exemple, c'est la personne qui m'a mis un micro entre les mains et qui m'a dit, bah, je fais un séminaire là, tu viens. Et tu racontes ton histoire, tu racontes ton parcours, etc. Et tout a commencé là. Et oui, ben, je lui en serai reconnaissante pendant très longtemps. Enfin, j'ai cette capacité-là à dire merci, vraiment. Merci, merci à toutes ces personnes qui font partie de mon entourage, de près ou de loin, peu importe. Moi, je dis merci, je suis dans la gratitude maximale parce que je pense que chacun de nous, on a quelque chose à apporter à l'autre. Et ce qui pour nous paraît insignifiant peut être la clé de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi pour ça que je t'ai sollicité. Il y a aussi une question de feeling, d'énergie, etc. Et je me suis dit, bon, je vais la contacter, ça me coûte rien. Je vais voir ce qu'on peut faire. Et puis ça a matché. Et puis voilà, on a fait des choses. Il y a quand même des choses à dire, parce qu'on a compris Ouais. ensemble. Et plus
en 6 mois que tu avais fait l'année précédente, il me semble. Exactement. C'est On ça. a fait plus en 6 mois que ce que j'ai fait l'année précédente. On parle d'argent, hein, les gens, si vous n'avez pas compris. Oui, d'activité. Oui, de théâtre. Pas plus en termes de... on n'a pas poussé plus, on a structuré tout ça. Donc, j'ai fait ce que Audrey fait pour les autres, je l'ai fait avec elle. Et du coup, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui a changé une fois qu'on a commencé à bosser ensemble, tant au niveau de ton positionnement, tes stratégies de marketing. Je sais on avait fait une stratégie en particulier pour lancer des ateliers. Raconte-moi un petit peu les changements qui ont dû s'opérer par rapport à ce qu'on a mis ensemble en place. Alors, premier changement, ça a été mon changement au niveau mindset, c'est-à-dire de parler de moi, de parler de mes offres, de vendre. Parce que je me rends compte que je vends, et c'est toi qui m'as permis de me rendre compte de ça, je vends naturellement en fait. C'est que je vends sans... Enfin voilà, comment dire, je n'ai pas besoin, alors, je parle vraiment en toute humilité, mais je n'ai pas besoin de faire de promotion à outrance pour parler de mes offres, etc. Les gens, ils savent que je sais ce que je dis et que c'était surtout un travail à faire en moi et chez moi, d'assumer ma posture d'experte, d'assumer cette expertise-là que je n'assumais pas jusque-là par voilà, humilité, syndrome de l'imposteur, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et qui font qu'aujourd'hui, ben en fait, avec du recul, on a beaucoup travaillé sur ça aussi. Il y a aussi autre chose, c'est que tu m'y as pas laissé le choix. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on réfléchit, on a peur, etc. Mais c'est dans l'action, c'est dans l'implémentation qu'on voit les transformations. Donc à un moment donné, il y a des blocages, il y a des trucs, mais Audrey, on y va. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et agréable, c'est que tu as été pour moi ce que je suis pour mes clients. Et j'ai eu le sentiment, et jusqu'à aujourd'hui, de pas être seule en fait. À aucun moment je me suis sentie seule, même dans des moments où on a des doutes, parce que c'est ça aussi la vie d'entrepreneur. C'est une semaine on se sent invincible, le lendemain on se dit ben en fait je vais fermer en fait. Je vais laisser tomber, puis je vais aller vendre du poulet boucanier au bord de la route. Enfin, voilà, je vais faire autre chose, quoi. Je sais pas, Tu voilà. vois pas vendre du poulet boucané. Je pourrais, mais... Ou bien, enfin voilà, on fait autre chose. On, on laisse tout tomber, et puis après, on réfléchit, on fait autre chose. Ou bien on se dit, et puis après, on reçoit un message. Enfin, c'est cet ascenseur émotionnel-là qu'il faut gérer. Seul, c'est dur. Vraiment, seul, c'est dur. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un à ses côtés pour dire, bon, Audrey, je te laisse vivre ton émotion, mais sache que il faut être cohérent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là, ça, peut-être qu'il faut changer, etc. Et il y a aussi autre chose que je pense que je ne t'ai jamais dite. C'est que depuis qu'on a travaillé ensemble, alors, je suis passionnée et j'aime ce que je fais. Mais depuis qu'on a travaillé ensemble, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Donc, en plus de kiffer ce que je fais, je kiffe le processus de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, ok, peut-être que ça marche pas là, peut-être qu'il y a un paramètre à changer, peut-être qu'il y a un truc et tout. Bon, peut-être que je ferai ça et truc. Et de te voir aussi évoluer, c'est aussi inspirant pour moi. Parce que je me dis, mais en fait, si ça fonctionne pas là, si la porte elle est fermée là, c'est peut-être parce qu'il y a une baie vitrée à côté, il y a juste ton regard à changer, il y a peut-être un paramètre à optimiser, et puis du coup, on fait autrement, on fait autre chose. C'est ok en fait. Et c'est pas un aveu d'échec. Non, c'est juste que tu joues de la même manière que tu fais avec tes investissements. C'est juste que tu joues. Donc parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne pas. Parfois, ta proposition, eh ben, elle sera pas validée. Par le vendeur, bah, c'est ok, tu en feras une autre. Il y aura forcément un autre projet qui sera finalement plus rentable et de pas s'arrêter à ça. Et aujourd'hui, franchement,
moi, j'ai envie de faire plein de choses. Là, aujourd'hui, je me limite pas à ça. J'ai envie de monter une autre entreprise, j'ai envie de créer des choses, j'ai envie de faire plein de choses. Et depuis toi, et il y a plein de gens avec lesquels j'ai travaillé pendant cette période-là sur différents leviers. Et vraiment, voilà, ça a été une révolution pour moi et dans mon état d'esprit. Je kiffe entreprendre. Et il n'y a pas un jour où je me dis, je regrette quand même, hein. J'aurais pas dû prendre cette décision-là de me lancer, etc. Non, il n'y a pas un jour où je me dis ça. Il n'y a pas un jour où je me dis ça. Vraiment. Chaque jour, je me dis, oh, c'est chouette. Allez, on va essayer, on va y arriver, etc. C'est difficile, mais on va y arriver. C'est vraiment cool d'entendre ça. Merci beaucoup pour ce retour. Je pense que peut-être qu'il faut que je me rebaptise en tant que coach mindset de l'entrepreneur. Parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. J'aime pas trop l'appellation de coach parce que on connaît notre industrie du conseil, Ouais. etc. et comment ça part un peu en cacahuète parfois. Mais c'est vrai que moi, je prends vraiment la casquette de stratège comme ça, de conseil, etc. Mais on est obligé de coacher nos clients. Bah, tu vois, quand ton client qui vient te voir te dit ah la banque a refusé mon prêt, il faut que tu puisses être en mesure de le coacher, tu vois, par rapport à ça, pour ne pas qu'il abandonne et tout. Et donc toi, quand tu viens me voir par rapport à des campagnes qu'on a lancées, qu'on est en train de tester, tu vois, et que tu paniques, oui, ça fonctionne pas, et qu'on regarde les chiffres et qu'on voit qu'en vrai ça fonctionne, moi ça me fait. C'est toujours comme ça, les clients viennent toujours T'as me pas voir. regardé au bon endroit ou t'as pas regardé au bon moment. C'est toujours la même chose, mais à chaque fois qu'on me dit ça fonctionne pas, je commence à rigoler. Tu vois, c'est comme ça que je fais. Je commence à rigoler. Et après, je dis ça fonctionne pas. Ok, donne-moi les chiffres. Allons regarder. La même chose que toi aussi tu fais, en vrai. Mais c'est super difficile de le faire seul. Et j'avoue que ça fait 2 fois que j'entends cette histoire de prendre plaisir dans le game, en fait, de l'entrepreneuriat et du marketing. Et ça me fait vraiment plaisir à entendre parce que c'est vrai que surtout quand on est dans nos premières années ou nos premiers essais, on a tendance à vraiment dramatiser quand les choses ne se passent pas comme on avait anticipé ou que ça ne répond pas à notre imaginaire et à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens qui font des lancements à 8 millions d'euros et je sais pas quoi. Et on se dit, mais pourquoi moi ça fait pas ça? C'est que j'ai un problème ou que je suis pas, peut-être pas douée pour ça. Et qu'on revient et qu'on arrive à reprendre cette casquette de on est en test, surtout quand on est en train de développer des nouveaux produits, des nouvelles offres ou des nouvelles stratégies. À chaque fois, je dis ça à mes clients. On va essayer, on va donner notre maximum pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on a déjà prévu plan B, C, D et on va trouver une solution pour que ça fonctionne éventuellement. Mais on se laisse pas décourager, on apprend et on améliore, on apprend et on améliore et on améliore. Juste la semaine dernière, je parlais avec une autre cliente, Laurence, vous allez pouvoir regarder son épisode aussi, où elle me disait que là, avec une stratégie qu'on avait testée et affinée, elle a généré 15 000 euros avec 100 euros de pub, tu vois. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait, mais tu t'imagines, avant, tu me disais, les webinaires, ça fonctionne pas. Et là, tu me dis, tu as mis 100 euros pour faire un webinaire, tu as généré 15 000 euros de cash. Et ça m'a vraiment touchée quand elle a dit ça. Moi, je suis super contente parce que c'est vrai on est encore, pour moi, on est encore à l'échauffement de ce qu'on peut faire. On a de belles choses qui se préparent. On va pas vous donner les détails, mais c'est super cool en fait de voir ton évolution. Comment tu prends ton pied, tu prends plaisir dans ton travail. Et puis là, de voir que tu t'éclates avec des clients enfin à la hauteur de ton expertise. On a augmenté des tarifs. Et les gens qui sont là, ils sont motivés, ils font le job. Tu as fixé des tarifs pas de ouf, parce que c'est des tarifs bien fixés, mais tu as fixé des tarifs que tu ne voulais pas fixer, qu'on en a discuté, et Oui, aujourd'hui, j'ai ça pas passe. Oui, ça passe et du coup, j'ai des clients formidables. J'ai des clients formidables. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou, mais j'ai des clients vraiment extraordinaires et formidables et qui m'encouragent à continuer parce que quand je vois leurs changements, leurs évolutions, etc., rien que ça, je me dis, bah, en fait, tu peux pas t'arrêter là. Parce que du coup, la mission que tu voulais apporter et la valeur que tu voulais apporter au monde,
bah, c'est grâce à eux aussi. C'est pour eux et c'est grâce à eux. Donc du coup, tu peux pas, tu peux pas. Effectivement, on parle d'une entreprise, on parle de, oui, voilà, ça, ok. Mais tu sais, cette approche, je veux pas la perdre, cette approche humaine, parce que ça fait aussi partie de moi et de ma personnalité. J'aime les gens de manière générale. Si je peux être cette personne qui vous permet et qui permet aux gens de, ok, je te donne un ballon. C'est presque militant en fait, parce que si c'est pas nous qui le fera pour nous, on n'est pas dans l'attentisme, on n'est pas dans un contexte justement où on fera les choses pour nous, on l'est plus. Et mes clients l'ont compris, en tout cas les gens qui me contactent le comprennent. Et je trouve ça tellement drivant, tellement beau. Enfin, je le dis, j'ai des frissons. C'est très, c'est stimulant en fait. C'est pas simplement vous allez prendre un accompagnement avec moi et puis voilà, je prends votre argent et puis je m'en fous en fait. C'est pas du tout ça. Je suis vraiment investie dans ce que je fais, dans ce que je propose. Et tant qu'on n'y arrive pas, je suis là en fait. Je suis là et les clients le perçoivent et le ressentent. Et j'aime ça. Et j'aime ça. Non, de toute façon, à partir du moment où je perdrai ces étoiles et cette envie-là, c'est le moment où je me dirais, bah, peut-être qu'il faut que j'arrête ou que je change ou que, voilà, que je fasse autre chose. Pour l'instant, je suis pas allée au bout. J'ai encore des étoiles, donc il faut en profiter. Surtout en profiter parce que c'est un privilège en fait que beaucoup de personnes n'ont pas sur cette terre de pouvoir faire un travail qu'elles kiffent, mais vraiment de Ouais, tout leur être, quoi. Et c'est vraiment la sensation que toi et moi, on a le privilège d'avoir et il faut en profiter, ouais, il faut en profiter à fond. c'est ça. Et surtout d'avoir des clients qui sont conscients de tout ça et qui sont demandeurs. Aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent, non mais on a fini l'accompagnement, mais est-ce que tu peux me proposer quelque chose pour continuer? En fait, c'est eux qui font, c'est presque eux qui font, C'est toi qui as fait oui, ça aussi. Tu m'as dit, bon, c'est ça. Flo, elle est pas mal ta proposition, mais est-ce qu'on peut faire plus? Mais c'est exactement ça. C'est parfois, ce sont les clients quand tu donnes et tu donnes de bon cœur, c'est-à-dire de manière, c'est intentionnel, mais c'est vrai en fait. Voilà, c'est le mot, c'est vrai. Tu restes vrai, tu restes passionné, tu restes authentique. Euh, Forcément, on te le rend d'une autre façon, mais on te le rend. Et mes clients, ils me disent, ok, on a fait 6 mois. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose pour continuer? J'ai pas envie de, j'ai pas envie d'arrêter là, etc. Même si on a atteint les objectifs, mais j'ai envie de te garder auprès de moi. Et du coup, ça me fait réfléchir à d'autres sujets, à d'autres offres auxquelles, voilà, j'y ai pas du tout pensé. Mais il y a aussi cette flexibilité-là à avoir et c'est le jeu. C'est le jeu Merci à mes clients. Voilà. Yes, merci les clients. Merci à mes clients et à toutes ces personnes qui me font confiance. Merci aussi à toutes ces personnes qui m'ont sollicité, qui n'ont pas encore sauté le pas. Je ne suis pas ni fâchée ni quoi que ce soit. Je sais que ça viendra. Le déclic viendra, l'opportunité viendra et j'espère que je serai encore là pour ces personnes-là et pour accomplir, réaliser leurs objectifs et les ambitions. En tout cas, donner vie à tout ça. Yes, on l'espère aussi. Et j'avais une dernière question pour toi. En décembre, on a fait un truc super cool, toi et moi. On a passé une matinée ensemble à travailler ta stratégie annuelle. Et je sais pas si tu sais, mais ce rendez-vous-là m'a énormément inspirée et a donné vie à ce que j'ai créé maintenant, qui est mon VIP Marketing Day, où en fait, je passe la journée avec un client et je me focalise entièrement sur sa stratégie annuelle pour vraiment définir sa stratégie de marketing pour l'année de façon super détaillée, comme on a fait toi et moi. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça se passe concrètement une session de travail? Parce que des fois, c'est difficile d'expliquer aux gens comment ça se passe une fois que tant que tu n'as pas expérimenté. Donc, est-ce que tu peux décrire un peu cette session de travail qu'on a eue? Comment ça s'est passé? On était dans un restaurant face à la plage, mais au-delà de ça, On a mangé, oui, on a mangé, on a on très a bien pris on a une mangé des pina desserts. colada. Oui, Virgin. Virgin. Voilà.
Ça met bien le contexte. Forcément, on a d'autres idées. Euh, en fait, comment ça se passe? Alors, le contexte aussi était particulier parce qu'on était sur la fin de l'année, donc du coup, c'est le moment où on fait le bilan, on fait le point, etc. Et on se dit, OK, comment on veut que les choses se passent? Mais ce que tu m'as permis de faire, c'est on met des chiffres. On associe des chiffres à OK. Et en fait, je t'ai simplement dit l'objectif de CA que j'avais. Et après, tu as fait le boulot. C'est-à-dire que après, tu m'as dit, bon, OK, quelles offres on met à côté, qu'est-ce qu'on fait, etc. OK, est-ce que tu as une saisonnalité, est-ce que tu as des temporalités, est-ce que tu as des trucs. Tu m'as parlé de mes vacances aussi. Voilà, c'est très important. Est-ce que j'avais des temps prévus off? Oui. Mhm. Et parce que ça aussi, c'est important. On l'oublie, hein, mais c'est le premier truc qui saute, malheureusement, mais on l'oublie, mais c'est vachement important. Et du coup, ok, donc quel temps disponible tu as? Donc quel objectif on se fixe? Et par rapport à cet objectif-là, ben, en termes de temporalité, qu'est-ce qu'on fait? Le planning, et à côté de ça, quel est le CA prévisionnel que l'on met à côté? Et du coup, ça clarifie, je l'ai encore hein, d'ailleurs, ces notes-là que j'avais prises vraiment au brouillon parce que mon ordinateur, j'avais pas mon ordinateur ce jour-là, je sais plus ce qu'il y avait, mais en tout cas, j'avais des notes un peu sauvages. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus servi depuis le début d'année. Et du coup, on a défini une feuille de route en fait sur l'année et ça rend les choses beaucoup plus accessibles et perceptibles. Parce que Mhm. tout de suite, ça devient réel. Les chiffres, on peut les faire parler, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais les poser, ça fait abstraction de toute la partie émotionnelle. J'ai peur d'y aller, je sais pas comment faire, etc. Mais je ne te cache pas, je ne vous cache pas, que Flo est quelqu'un qui challenge every day. Yep. Donc du coup, feuille de route, ça veut pas dire que je suis repartie du rendez-vous en me disant bon, ça va être non, non, ok, on va y arriver, c'est possible. J'y vois plus clair, je sais ce qu'il faut faire, je sais comment on va le faire, etc. Même si, voilà, même si j'ai panique à bord, j'ai peur, je sais pas comment, etc. Voilà. Ça challenge. Ben oui, Mais on a la feuille de route et on sait quoi faire, on sait quelle direction on peut aller et surtout on sait que c'est possible. C'est ça qui change tout. c'est ça. Et du coup, tellement on sait que c'est possible que toi, en janvier, même pas en février, je crois que En janvier, ouais. En janvier, t'étais à quoi? À la moitié ou à un quart? j'étais à la moitié de l'objectif qu'on s'était fixé. Voilà, en janvier. Donc, qu'est-ce que tu vas faire De pour le reste de l'année? l'objectif annuel. De Oui, l'objectif annuel qu'on attends, s'était fixé. redis ça, redis. Pour bien que les En gens... janvier, j'étais à la moitié de l'objectif annuel que l'on s'était fixé. Et c'est pas un petit objectif, ok? Non. C'est pas un petit objectif. Et donc, moi, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais pour le reste de l'année maintenant que tu... Alors, ce que je fais pour le reste de l'année. Alors, du coup, pour l'instant, là, je me suis concentrée sur l'autre moitié de l'objectif. Et puis pour le reste de l'année, ben on est en train et en tout cas, on a travaillé sur de nouveaux projets qui vont sortir très bientôt et qui m'animent de fou, quoi. Je suis vraiment excitée et toute contente. Euh, il y a d'autres objectifs qu'on s'était fixés et qui se sont réalisés par la force des choses et je pensais pas. Et du coup, ça devient une évidence en fait. Mais encore une fois, hein, ça vient des clients. Ça vient des clients et j'aime ça. Et du coup, oui, je suis sur le bon rail. Voilà. Et sans pour autant travailler plus. Alors, c'est pas dans mes objectifs de travailler moins. Voilà, il faut être honnête. Je suis une grande bosseuse, mais en dehors de ça, j'aime bosser. Mais, je vais pas dire mais,
Faut savoir aussi que il y a des périodes dans l'année, j'ai ma saisonnalité interne. Il y a des périodes dans l'année où je sais que je vais pas être en forme, où j'aurai besoin de repos. Il y a des périodes de l'année où je suis une entrepreneur, mais je suis aussi une maman, je suis aussi moi en fait. Il y Une a des marque périodes de l'année, voilà, il y a des périodes de l'année comme récemment. C'est la première année où j'ai fait mon carnaval. J'ai pris quelques jours après et sans travailler. En fait, je me suis mise en off pendant une semaine. Ça m'a fait un bien fou, en fait. Ça m'a fait un bien fou. Sans paniquer, sans stresser, sans... Voilà. Et c'est ce à quoi j'aspire pour le reste de l'année. C'est-à-dire que me dire, bon, bah, ok, je peux aussi me reposer, je peux aussi me détendre, je peux aussi jouer mon rôle de maman sans culpabiliser. Je peux m'amuser sans avoir peur du jugement, du candidaton, parce que en vrai, je me suis délestée de ça aussi l'année dernière hein, seulement. Donc ça a été aussi un grand changement, le regard des autres, etc. Ça a été aussi un grand changement qu'on a fait aussi ensemble, que j'ai fait par ailleurs, mais ça faisait aussi partie de l'acceptation de ma posture. Mais ouais, je suis contente. Là, je suis hyper contente sur cette année, sur ce qu'on va faire. Il y a des choses que je n'ai pas faites, mais ça s'explique, ça se justifie, je suis OK avec ça. fait. Franchement, toi, en tout cas, tu as battu tous les records. Janvier, moitié des objectifs atteints. Personne n'a encore fait ça. Donc, tu es la championne pour le moment. Les autres clients qui écoutent, à vous de relever le challenge d'oserer. Du coup, moi, j'aurais aimé qu'on se quitte sur quelques conseils que tu aurais aimé partager avec des personnes qui aujourd'hui ont des ambitions, ont ces projets de vie ou ces projets professionnels, que ce soit dans l'immobilier ou pas, et qui sont un peu à un moment où peut-être ils font l'autruche, comme toi à une époque, où ils n'arrivent pas encore à vraiment se lancer. Et où il y a peut-être ces peurs ou cette envie de ne pas regarder les choses en face et de ne pas d'être en panique en fait à l'idée de vraiment aller chercher son plein potentiel. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour vraiment y aller en fait et se détacher de cet auto-sabotage, si on peut dire ça comme ça? Alors déjà, le faire seul, ça peut être compliqué. Donc c'est d'oser demander de l'aide à des personnes qui inspirent, à des personnes qui font confiance et qui inspirent confiance. L'erreur que j'ai faite, l'une des erreurs que j'ai faites l'année dernière, par exemple, ça a été de m'isoler. J'ai fait plein de choses, j'ai accompli plein de choses, mais quand on fait le bilan et quand je fais le bilan personnel, je me suis beaucoup isolée. Alors c'était voulu, c'était volontaire, mais cette année j'ai plus envie de ça. Et c'est vrai que les autres peuvent vous apporter, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être plusieurs personnes de manière individuelle, mais les autres peuvent vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Parce que toujours on pense que oui, faut pas que je parle parce que voilà, on va me voler mon idée, je veux pas que les gens connaissent mes affaires, etc. Oui, certes, mais c'est vrai que il y a certaines personnes qui, dans votre entourage plus ou moins proche, peuvent vous aider, peuvent vous accompagner, peuvent vous débloquer des situations sur lesquelles vous êtes bloqué depuis. J'ai fait un Reels d'ailleurs qui a super bien marché dernièrement. En une heure, qui peuvent débloquer des choses qui vous empêchent de dormir depuis 6 mois en fait. À mon niveau, c'est hyper simple. Enfin, pour moi, c'est simple. C'est pas facile, c'est simple. Je dis juste aux gens, ben voilà, on va analyser, on va rassurer, etc. Et tout de suite, on met le regard là où il faut, etc. Et donc voilà, mon premier conseil, c'est de pas hésiter à solliciter les personnes qu'il faut, à tester, à essayer, à être aussi open, ouvert d'esprit sur des méthodes différentes, sur des approches différentes, et surtout faire appel. Un autre conseil que j'ai, c'est faites confiance à votre intuition. Souvent, que ce soit dans mon parcours d'investisseur ou dans mon parcours d'entrepreneur, peu importe, dans ma vie de tous les jours, faites confiance à votre intuition.
toutes les fois où je l'ai pas écouté, il m'est arrivé une, il m'est arrivé une dinguerie. Donc faites confiance à votre intuition. On a tendance à penser que on confond l'intuition avec les croyances, les peurs, les doutes, etc. Mais vous savez parfois quand votre corps vous parle, quand votre cœur vous parle et vous dit t'es pas au bon endroit. Ça c'est pas la bonne personne. T'es pas au bon endroit. Tu fais pas la bonne chose. C'est pas en accord avec toi-même. Voilà, faites confiance à votre intuition dans tout ce que vous faites. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Et un troisième conseil, n'ayez pas peur de profiter de la vie. Ça n'a rien à voir avec business, etc. Mais de manière générale, n'ayez pas peur de profiter de la vie parce que le temps est un actif que l'on ne peut pas acheter. Et donc, ce serait dommage de passer du temps et de perdre du temps parce qu'on a tendance à se dire ah, une journée de plus, j'ai une journée de plus. C'est pas une journée de plus, c'est une journée en moins. Et donc, ce serait dommage de passer cette journée à ne pas être en raccord avec ce dont on a envie, de ne pas être en accord avec ce qui nous anime, de ne pas être en accord avec nos valeurs, ce qui nous rend heureux tout simplement en fait. Et c'est pour moi, c'est ça cette notion de liberté. C'est pas de l'argent. C'est ça cette notion de liberté. Je vous souhaite à tous et tous d'être libres tout simplement. Et puis sollicitez Flo si vous avez des besoins en termes de marketing pour votre entreprise et de développement stratégique marketing et opérationnel aussi pour vos entreprises. Voilà, respect. Et sollicitez Audrey si vous voulez vous occuper de vos affaires. Oui. Oui. De vos affaires financières, de vos affaires tout court. Voilà. C'est ça. Bon, mais je pense que ce sera le mot de la fin. Audrey, je ne peux même pas te dire à quel point j'ai apprécié cette conversation avec toi. Découvrir ton cheminement encore plus en détail, c'était vraiment hyper inspirant pour moi. J'espère que aussi nos auditeurs ont apprécié que tu te sois livré à nous de façon aussi ouverte. On te souhaite le meilleur pour la suite dans la communauté de Solo CEO et on a hâte de voir l'évolution pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir à nouveau. Peut-être tu nous racontes combien de loyers tu reçois par an, comment les choses évoluent pour tes futurs projets. On a vraiment hâte. Et du coup, on te dit à très vite. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux avant qu'on se laisse? Alors sur Instagram, mon nom c'est Audrey Irep avec un H, donc Audrey Irep tout simplement. Sur LinkedIn très prochainement, sur YouTube aussi très prochainement, mais principalement sur Instagram. Et puis profitez-en pour vous inscrire à ma liste email où j'envoie une newsletter tous les 15 jours qui s'appelle le Courrier des Colibris, avec des parcours de vie, des sources d'inspiration, des ressources également pour vos finances, pour vos projets d'investissement, pour l'actualité, pour décrypter l'actualité économique, décrypter de manière adaptative, c'est-à-dire que je rends l'actualité accessible pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans le monde et comment vous pouvez appliquer les conséquences de ce qui se passe dans le monde à vous, à titre personnel, monsieur et madame tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être investisseur aguerri, ça peut être monsieur ou madame tout le monde. Voilà. Audrey Rep, tout simplement. Génial, je suis abonnée au Courrier des Colibris et je recommande fortement. C'est une super newsletter parce que des fois, c'est vrai qu'on regarde les actualités, on ne comprend rien sur pourquoi c'est pertinent pour nous en particulier. Particulièrement nos entrepreneurs on est tout le temps la tête dans le guidon, on fait pas attention à ce qui se passe. Alors il y a des lois qui passent qui nous affectent particulièrement. Tout le monde a paniqué quand il y a eu l'histoire de la baisse de la TVA cette année. C'est pas seulement quand il y a des grands moments de panique comme ça qu'il faut s'y intéresser. Donc, si vous avez la flemme de chercher ça vous-même, abonnez-vous au Courrier des Colibris sur le site de Audrey et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. En tout cas, Audrey, merci beaucoup. Merci Flo pour le challenge. Avec plaisir. À bientôt. C'était de Solo à CEO, ton podcast préféré pour t'aider à développer ton entreprise sans avoir à t'épuiser.
Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis, à nous laisser 5 étoiles pour qu'on puisse être bien noté dans les librairies de podcasts. Et bien sûr, tu peux venir me parler de tes retours, soit sur Instagram, sur YouTube ou simplement par email. À très bientôt pour un prochain épisode.